Je crois que depuis 2013-2014, je ne vois pas un cabinet vivre une année normale. Il y a toujours une DSN qui arrive, il y a toujours un CICE, il y a évidemment le Covid. Tu dis, il y avait chaque année des nouveaux trucs, ça s'accélère. Facture électronique, t'as l'IA, t'as quand même les éditeurs. Chaque jour, il y a une nouvelle boîte qui est rachetée. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a un truc qui est en train de se redessiner. On a vécu avec une complexification de la collecte qui fait que la compta est devenue un métier de ramasseur de papier et pas d'analyste. Mais c'est le bout qui nous intéresse, c'est l'analyse. Je les ai trouvés montés dans une posture, parfois malgré eux, d'accompagnement, et c'est très bien, je le dis, ça les a préparés à ce qui arrive. J'ai l'impression que le cabinet va enfin faire son vrai boulot. Au congrès, on a remarqué une énorme demande sur la gestion interne. Il nous manque l'émission Top Chef, quoi. Le Top Chef des experts comptables. Et là, exactement, on décolle. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Gauthier Roussel, un des fondateurs et dirigeants du club Espace Innovation. On a ensemble pris le pouls de la profession et discuté comment il aide les membres de son club à avoir une vue d'ensemble sur la transformation du métier, les nouveaux rôles et tous les enjeux qui viennent avec passer d'un cabinet comptable à une entreprise de services et de conseil. Bonne écoute. Bienvenue Gauthier. Merci Enchanté. beaucoup Enchanté, de tourner avec moi ce nouvel épisode de Comptatech, du podcast. Peut-être te laisser commencer par te présenter. Allez, go. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu es expert comptable? Non, justement. Personne n'est parfait. Voilà. Et justement, à l'époque, je pense que... Alors, je ne vais pas revenir dans l'archéologie, mais à l'époque, l'image a été... Ça m'a guidé après dans la création du club, mais l'image de la profession était vraiment décalée. On était à cette époque de l'image d'Épinal un peu négative. Et je peste aujourd'hui, je le dis souvent en conférence, je râle de ne pas avoir vu l'intérieur du métier et pas simplement la façade qui n'était pas top. Et j'aurais bien aimé connaître le métier de l'intérieur. Donc je ne suis pas expert comptable, je suis informaticien. Okay. Dans l'IA d'ailleurs, j'oublie de le dire, mais des systèmes experts à l'époque. Ouais. Et puis je suis capturé par 2 commerciaux à l'époque de Sligo CCMC et on décide de faire une petite boîte qui a duré 6 mois. L'idée c'était de faire du Minitel pour les cabinets, donc du réseau de visibilité, 3615 de mon cabinet. Et en fait, en blaguant, on dit dans un supermarché, ça serait rigolo de scanner les factures et les relever. Voilà. Et de fil en aiguille, on a créé Scanbank, Scanfact, qui sont des outils de scan, de téléchargement. Ouais. Voilà. Donc je suis informaticien là-dedans. Et puis cette structure à laquelle j'étais attaché est rachetée par Sedge de façon un peu soudaine. C'est quelle année ça? C'est 2007. 2007, ok. Et moi, j'avais le désir très lent d'un informaticien formateur devenu responsable commercial qui se disait « chouette, je vais m'associer, etc. » Et je m'aperçois que la rapidité de la concurrence fait que les 2 fondateurs vendent de façon soudaine. Et c'est lié à la profession. Cette question d'une boîte est là, est-ce qu'elle sera là dans un an? C'est plus qu'actuel. Et donc, je décide de créer les clubs. Et il se trouve que j'avais donc un réseau de beaucoup de cabinets que je connaissais parce que j'étais commercial et grand compte. Et en même temps... le club, il s'appelle tout de suite Espace Innovation. Ouais, il s'appelle tout de suite Espace Innovation et il est co-créé par... parce que nous, on avait beaucoup de flux à cause de cet outil qui était mûr, 3500 cabinets équipés. Et puis, Jérôme Clarisse, qui passe dans les couloirs et qui avait lancé Bilan Imagé, etc., voit notre réseau, et Bruno Chrétien aussi. Et les 2, Jérôme Clarisse et Bruno Chrétien, sont dans le sentiment du fait qu'il y a une colonne vertébrale qui s'appelle la compta et qui demeure, mais il va falloir mettre des boules de Noël, enfin, plus que des boules de Noël, des branches à l'arbre. Et c'est le début de ce club. Alors moi, je suis arrivé d'ailleurs à la seconde réunion, parce qu'il y avait une première réunion de conception en disant, tiens, où est-ce qu'on peut travailler, non pas un attachement à un outil, mais au marketing, à la vente, comment on promeut nos missions, comment on transforme le métier. Quelles sont les missions de demain? Quelles sont les missions de demain? C'est quoi la posture d'accompagnement, etc. Et donc se posent des questions assez vite de marketing, de stratégie. Voilà. Donc le spectre s'élargit, il se détache des outils. Et donc à un moment, il y a une séparation de vision. Toute séparation de vision est un peu délicat, que ce soit des associés de cabinet ou des associés d'entreprise dans le logiciel ou comme nous dans l'accompagnement. En fait, je pense que c'était une maturité de 3 ans qui fait que Jérôme Clarisse crée son univers à lui, la CEG, et que nous, on reste plutôt dans une vision globale, générique, stratégie, marketing, com, etc. 2009, on crée le club et on met des paliers pour faire très simple. Je crois qu'une communauté ne marche que si elle a des règles. Je dirais presque comme la famille, c'est un peu vieux jeu, mais voilà. Et donc, les gens payent tous le même prix, ils doivent parler. On n'est pas centrale d'achat. Donc, tous les gens qui viennent au club ne viennent que pour bosser. Et donc, ça crée très vite un lieu un peu club, un peu fauteuil, un peu comme ce cadre sympa. Et donc, les gens, très vite, obéissent à la règle que j'appelais 2 Bocuse. Bocuse a donné toutes ses règles à tout le monde. Et les restaurants n'ont pas coulé. Les gens sont peut-être copiés les uns les autres, inspirés. Mais la cuisine française a grandi. Et donc, moi, je dis, avec donc, les 2 personnes qui sont avec moi, tout à fait. Je réutiliserai. Merci. Oui. Et donc, très vite, il y a donc, 2 consultants qui se mettent avec moi et on rachète ensemble. Donc, on pilote vraiment à 3. Aujourd'hui, on est tricéphale.
avec Ludovic qui a été donc spécialiste dans les cabinets et Tanguy qui a été commercial en cabinet. Et à l'époque, c'est vraiment cet ajustement de comment on parle des missions complémentaires, comment un comptable va parler d'autres choses, etc. Et c'est le sujet qui nous mène 15 ans après aux mêmes questions. On est toujours là. Et donc le club est un lieu de réflexion. Ouais. 150 cabinets de 3 à 3500 collaborateurs avec une super ambiance. Il y a aussi des groupements, des réseaux, des grands noms, des gens très discrets. Ça nous permet d'observer et d'obliger les discussions entre eux et donc de s'enrichir. Alors du coup, pourquoi les gens disent mais pourquoi on ne peut pas venir 200, 300 ? Et en fait non, il faut être 150 pour se connaître. Il faut que ce soit select et cool et qu'on se connaisse. Ouais. Il faut dépasser les barrières de dire tiens, si moi j'ai une tarification trop gros, les gens vont plus oser prendre la parole. Ouais, voilà. Et puis je t'ai vu 2, 3, 4 fois. C'est de la même manière pour moi. Alors je suis vieux jeu peut-être, mais je crois que ça se vérifie encore. Quand on crée ScanBank ScanFact en 93, on m'avait dit tu es jeune, donc j'avais les cheveux en brosse comme tout jeune qui démarre et voilà. Et on m'avait dit tu verras, il faut 3 ans pour qu'un outil soit connu. Et ça se vérifie encore un peu. Et donc nous, on s'est dit dans le club, il faut 3 ans pour que tout le monde se connaisse. Et il ne faut pas qu'on soit 50 000. Donc il faut plusieurs réunions pour que je dise Arthur, je sais que tu as refait ton tarif social, est-ce que tu peux me le passer ? Et moi, je vais gagner 40 heures ou 20 heures de boulot. Mais inversement, à la prochaine réunion, tu me diras Gauthier, comment tu vois je sais pas, ta stratégie, tu as décidé de vendre telle et telle mission, voilà, ou tu as pris Penny Lane, par exemple, il faut citer ça, mais, ou plein d'autres exemples. Et donc cette mécanique est vraiment humaine, ça devient des potes. Humainement, on peut avoir 5-8 potes avec qui tu discutes souvent. Il y en a 150 dans la salle, des visages que tu connais. On serait 200-300, les gens, effectivement, n'échangeraient plus. Donc, on ne fait que de l'échange. Échange et boulot. Tu payes, tu viens, tu bosses. Super attirant. C'est pas mal, ouais. Comme, super attirant. C'est pas tout le monde qui arrive à faire payer les gens pour bosser. Je crois que c'est les gens... Ouais, oui, mais en fait, encore une fois, les règles. Donc, il y a une fois ils en tirent de la valeur, forcément. Voilà. Et puis, quand tu as les règles qui sont appliquées, une fois ou deux, il y a des dérapages, on a recadré. Et clairement, les gens disent « Ouh, chouette. » Voilà. Donc, il y a des discussions partout. La profession est très forte. Moi, je suis épaté. Tu as un tiers de la profession qui va en congrès, si on simplifie. Ils échangent beaucoup, etc. Pour moi, la mécanique des échanges est un peu faussée. On l'a évoqué plusieurs fois. Quand il y a beaucoup de gens dans un stand, la discussion, c'est d'aller sur le stand, alors que c'est pas vraiment ça. La veille, tu scannes tout ce qu'il y a. Mais bon, la mécanique d'échange est quand même si elle est un peu biaisée, la mécanique d'échange est forte dans cette profession, et tant mieux. Et donc, nous, on en a fait un cercle un peu privé, un peu exigeant, où les discussions sont... Voilà. Et les gens cèdent entre eux. Ils cèdent, c'est quoi les forums de discussion ? J'imagine qu'il y a à la fois du online et du offline, en personne et WhatsApp, j'imagine, ou des... Alors, on a conjugué plusieurs étages. Moi, je crois que l'homme aime être en communauté. Et les communautés où il y a des règles, etc., sont les communautés où il y a le plus d'émotions, d'échanges, etc. Mais même si tu as une communauté, je veux dire... voilà, le congrès est une communauté une fois par an. Et donc, tous les outils des communautés sont conjugués. Il y a... au club, 4 réunions par an. Elles sont en personne ? En physique, pardon. Pardon. À Paris, on est entre 120 et 170 si les associés viennent à plusieurs, parce qu'il y a aussi cette volonté de capillarité. Les gens qui disent, tiens, le sujet de cette réunion me plaît particulièrement. Donc, ils viennent parfois à 2-3 associés. Et puis, donc, réunion le matin, ou des chroniques. Et puis, l'après-midi, des ateliers, un bouquet d'ateliers pour que tu sois sûr d'en avoir 2 qui te plaisent. Et voilà. Et donc, dans l'atelier, tu bosses. Et ça, c'est la chaîne principale avec un rassemblement annuel à l'étranger, 4 jours. Pour aller voir la profession d'ailleurs, ou prendre du recul quand on est ensemble. Et encore une fois, c'est la clé de voûte. Moi, la bonne nouvelle, c'est que l'humanité est chouette. Quand tu as des règles, en disant ce qui se dit au club se dit pas ailleurs, vous venez, vous bossez, les gens les respectent, alors tu les soutiens par un bon verre de vin, une bonne ambiance et des blagues, mais le fond humain est là. Alors que quand tu vas sur un congrès, tu as quand même un peu un stress, une inquiétude, une bagarre entre les fournisseurs, etc. C'est un très beau métier. Encore une fois, la vitrine est un peu plus représentative de ce qu'est la profession, mais de l'extérieur, on ne voit pas encore, pour moi, bien la réalité joyeuse d'un cabinet. Et on se focalise souvent sur les contraintes du cabinet. C'est un métier génial. J'aurais bien aimé faire ça. Je pense que c'est un des plus beaux métiers à plein de titres, quoi. Tu as la diversité des missions que tu peux faire. Enfin, comme tu es au centre des flux, tu peux être le fameux médecin de famille, et puis après, tu peux aller faire un peu des spécialités. Tu as quand même peu de business où 1er janvier, tu es quasiment sûr du chiffre d'affaires que tu vas faire pendant l'année. Donc, ça te permet de prendre des risques, d'investir. Enfin, il y a pas mal de... Et risques qui mériteraient d'être intensifiés. Moi, j'ai l'impression d'observer une forte progression de la profession, alors qui est volontaire et qui est poussée parce que les instances balancent des choses. Donc, ce n'est pas un métier reposant, puisque le législatif change, puisqu'on passe du franc à l'euro. Je sais que je suis vieux.
parce qu'on rajoute la DSN, parce que voilà. Facture électronique. Et la facture électronique, qui est un gros sujet, on va en parler. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si on observe, pour l'instant il n'y a pas d'usure, mais là au moment où on est face à face, la Belgique aujourd'hui cette semaine émet un signal d'alerte en disant l'expert comptable dit stop, le fisc nous en demande trop. Donc c'est un métier qui est quand même assez étonnant, profession libérale, donc on veut être des entreprises libres de faire l'offre qu'on veut, etc. Est-ce que tu es belge? Parce que je suis belge. Précisé en amont. Si je viens avec une frite, un morceau de chocolat, une bière, peut-être qu'on le verrait plus, mais voilà, je suis à moitié belge. Ouais. Le bon côté ou le mauvais, je ne sais pas, mais je suis à moitié belge. C'est très bien. Et on a effectivement eu aussi une communauté club en Belgique. Et donc oui, c'est un chouette métier, mais qui a les avantages pour moi et les inconvénients. Ils ont mal aux fesses un peu en ce moment. Ils sont le cul entre deux chaises, si on me permet l'expression, entre un métier réglementé, avec les avantages et presque, je dirais, la faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un métier réglementé, dès que tu as un soubresaut ou une inquiétude ou un choix d'investissement ou une difficulté de gouvernance, tu dis « Ah ouais, mais on est réglementé, donc vite, vite, aidez-nous ». Et s'il est multiplié, tu t'arrives par 3. Et il y a un réflexe corporatisme que je comprends, et puis qui est légal, puisque une profession réglementée a des instances. Donc il y a un moment où je dis « Bon, ben, tu vois, une entreprise normale dirait de toute façon, j'ai pas le choix, j'y vais ». Une profession réglementée cherche aussi quand même un soutien, et ça freine parfois l'initiative, à mon avis. C'est aussi l'occasion pour les instances, les syndicats, les groupements de travail, les clubs comme nous, de soutenir. Ouais. Mais ça freine un peu. Je pense que quand vous avez créé Penny Lane, il n'y avait personne pour vous aider, pas de club, pas de machin, tu fonces. Voilà. Et l'autre côté, donc l'autre chaise sur laquelle est assis l'expert comptable, et pour moi de plus en plus, c'est qu'il avait... les services autour, quoi. Oui, mais c'est devenir entrepreneur. Ouais. Et donc j'avais 3/4 de mes fesses, il y a 15 ans, quand on a créé le club, à suivre les instances, et les gens ont glissé sur l'autre chaise. Et donc, ils voient toutes les difficultés d'être entrepreneur. Je choisis mon offre. Voilà. Et toi, le cœur d'Espace Innovation, c'est de dire qu'il y avait des cabinets d'expertise comptable, c'est en train de devenir des boîtes de services. Ouais. Comment je les aide dans cette transition, quoi. Exactement. C'est la définition. Donc, un mélange entre innovation pour certains et inspiration. Personne ne crée from scratch un truc absolument génial. D'ailleurs, le club est une inspiration personnelle. On avait envie de ça, on avait besoin. Moi, à l'époque où on crée le club, j'avais une situation d'inquiétude familiale. Et je me suis dit, je veux un truc où tout le monde se tutoie, tout le monde paye le même prix. On s'assied, on bosse. On commence pas par dire, ah oui, mais j'étais pas ceci, je veux ceci, l'autre, il a ça. Et donc, souvent, les inspirations, les histoires personnelles, c'est votre cas aussi, créent des choses. Et donc, le club a pour but d'aider les gens à partager, enfin tout le monde a le même problème, qu'on soit 3 ou 3500, c'est l'intensité du problème qui change, mais c'est le même problème. Et donc, d'aider les gens à pas être tout seuls, et de les amener à être cabinet. Alors je vais être un peu strict, mais je reste étonné, ça fait un peu ancien combattant, mais il n'y a pas beaucoup plus de marketing, de stratégie, de management, etc. dans l'étude de l'expert comptable aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ou 30 ans. Et donc, c'est des outils qui leur sont indispensables parce qu'ils sont tout de suite, très vite poussés à être soit associés, soit créer un cabinet. Et je suis encore très enthousiaste pour que les gens qui viennent dans ce métier et créent leur cabinet, mais leur parcours, alors l'accompagnement autour a grossi. Les clubs, les congrès, moi je pense qu'un congrès il y a 20 ans était très technique, loin de la réalité de l'entrepreneur qu'est l'expert comptable. Aujourd'hui, tu l'as vu à Marseille, il y a quand même beaucoup de questions de marketing, d'anticipation, j'écoute mon client, comment je crée mon offre, comment je suis visible, comment je suis dans les réseaux sociaux, comment je m'organise, comment je recrute, etc. Et là, on voit apparaître des vraies questions. Et le club aussi a poussé ça d'une certaine manière pour nos membres, à créer en fait des fonctions support qui sont le signe vivant du fait qu'on devient une entreprise. Et alors, du coup, toi, tu as 3, il me semble, communautés de fonctions support. C'est RH, social et marketcom. Et puis marketcom. Voilà. Okay. Et alors, tu peux nous expliquer comment ça marche? C'est parmi les cabinets membres, en fait, chacun est invité à désigner au sein de son cabinet quelqu'un qui va le représenter dans cette communauté. Voilà. Ces nouveaux métiers, finalement, font, comme la stratégie, le marketing, le management, pas encore beaucoup du cursus de préparation à l'expertise comptable. Donc, quand tu es mémorialiste, parfois certains font un mémoire sur le marketing, l'offre, machin, mais c'est encore pas du tout généralisé. Et donc, même les nouveaux postes chez eux ne sont pas des postes connus. Donc, quand on a créé les communautés il y a 3-4 ans, c'était pour permettre l'émergence de ces postes-là en coupant l'influence positive ou négative de l'expert, qui est encore un peu décideur, il sait tout, etc. Donc, on les comprend, ils sont à la fois pilotes, mais avec des métiers nouveaux. Et donc, on a créé ces communautés, donc responsable marketcom, la progression la plus rapide. Donc sur 150 cabinets, on a 80 responsables de com
avec des profils différents. Les plus gros cabinets ont une équipe de com. Ils sont 4-5, un pour le réseau, un pour le marketing, un pour la com interne, les événements du cabinet, etc. Mais bon, globalement, ils sont 70-80. Pour le social, c'est un peu l'enfant pauvre. En tout cas, beaucoup de cabinets disent on n'est pas passionné par la compta, on aime s'occuper des dirigeants. La compta, ça fait partie de nos études. Ouais. Le titre, d'ailleurs, pose problème pour moi. Un président avait dit, tiens, on est plus expert que comptable, mais le mot colle encore. On n'arrivera pas à le faire briller, je pense. Mais donc, ils sont comptables dans les études, c'est 70% de leur chiffre d'affaires, hein, d'après les... Et le social, ça ne passionne pas les gens. Donc, on a créé une communauté pour ces responsables sociaux qui, à nos yeux, représente la progression la plus forte en chiffre d'affaires. On est à 15% du chiffre d'affaires d'après les stats faites par deux autres ou trois autres observateurs. Je crois que tu as pas mal de cabinets qui ont notamment récupéré des payes qui avant étaient externalisées quand il y a eu la DSN. Exactement. Ça a été réexternalisé dans les CAB. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'ils sont entreprises. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois protégés, et Bercy leur donne du boulot à faire, hein, jusqu'à l'agacement, ce qui se passe en Belgique. Mais pour l'instant, ils ont courageusement été le bras armé de l'État. Et là, on leur dit, les gars, la facture électronique arrive, vous allez le faire. Et effectivement, l'exemple que tu donnes, c'est, pour moi, ils sont ce qui peut générer des ventes opportunes. Mais ils sont bombardés d'événements, soit légaux, soit techniques, qui font qu'ils peuvent pas. Moi, un expert comptable, je le dirais comme ça, je crois que depuis peut-être 2013-2014, je ne vois pas un cabinet vivre une année normale. Il y a toujours une DSN qui arrive, il y a toujours un CICE, il y a évidemment le Covid. Ils ont été très forts, hein, très proches, surchargés, mais très réactifs. Je crois avoir entendu... Ça les a pas mal remis au centre du jeu. Ouais, voilà. Et s'il le fallait, parce que pour une partie d'entre eux, ils étaient déjà bien considérés, mais là, c'est l'apothéose, sauf que ça a bousculé les experts qui se sont dit, tiens, on m'attend en stratégie. Un hôtel est fermé, le Covid. Donc je m'occupe en tant qu'expert comptable, donc la moitié de ma tête, avec mon service social qui est sursollicité, à faire le chômage partiel et à décliner les soutiens à l'économie. Mais en même temps, j'ai le dirigeant qui, plus que jamais, et j'allais dire, même si avant il ne le pensait pas, le dirigeant de l'hôtel, puisqu'il voit l'expert comptable, il dit mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc l'expert comptable, pendant la pandémie, devient le stratège en disant écoute, je sais pas, regarde ta trésor, l'hôtel est fermé, c'est le moment de refaire les chambres. Stratégie. Donc ils repeignent les chambres. Je les ai trouvés montés dans une posture, parfois malgré eux, d'accompagnement, et c'est très bien, je le dis, ça les a préparés à ce qui arrive. Ouais. La facture électronique va achever le déploiement du digital qui nous... Faire que la compta va devenir plus une commodité. Voilà. On est tous, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord. Et du coup, ça va pousser les CAB à d'autant plus devoir se différencier sur les services, à devenir des boîtes de services. Donc, certains l'ont fait, c'est ceux du club, enfin ceux qui sont dans le club et d'autres, l'ont fait par conviction ou intuition de chef d'entreprise. Là, la profession, et moi je vais être un peu sec et un peu vieux, Arthur, mais j'ai l'impression que le cabinet va enfin faire son vrai boulot. Et donc, cette période qu'on a vécue, il me semble, les 15-20 ans, qu'on a vécu avec une complexification de la collecte, qui fait que la compta est devenue un métier de ramasseur de papier et pas d'analyste. Moi, je vois beaucoup de Marie-Christine qui étaient agacées. On change d'outil parce qu'il y en a un qui télécharge plus, qui scanne mieux, qui machin, etc. Donc en fait, mais c'est le bout qui nous intéresse. C'est l'analyse. Mais on a eu 15-20 ans de techno qui est venu, et puis de normes aussi, mais surtout de techno qui sont venus polluer. La facture électronique, c'est une montagne de plus, mais j'espère que ça va venir simplifier ça. La dernière, entre guillemets. Voilà, j'espère. Et donc ramener les gens en disant, ça y est, on va pouvoir discuter. Et donc, pour moi, la facture électronique, il y a encore des gros facteurs qui viennent bouger le marché. Je pense, encore une fois, que parfois, ils se raccrochent aux instances « aidez-nous ». Et puis, en fait, ils sont aussi sur la chaise de « je suis entrepreneur, donc je ne vais pas tout faire, je m'inspire des autres, mais je ne vais pas faire 140 missions, parce qu'il y en a 140 dans la liste de notre référencement. Je vais choisir ma tonalité. Je vais être un resto avec ma recette, mon logo, mon emplacement, et je vais servir mes plats. Et ça me plaît beaucoup. Et on va enfin manger, j'allais dire. Et pas passer du temps à collecter des trucs en cuisine. Justement, là, tu parlais des 140 missions. Je crois que c'est un des gros trucs que vous avez fait à un moment, c'est de référencer toutes les missions que tous les cabinets du club proposent, pour essayer d'avoir un pot pourri, quoi, où les autres cabinets peuvent venir piocher et tout. Et donc vous êtes arrivé à 140, c'est ça ? On est à 140. J'ai le plaisir d'annoncer que le club va avoir la nouvelle version là, pour le début d'année, puisqu'on avait fait 2022-2023, là on va faire 2025. Et effectivement, on référence 140 avec des familles de missions qui changent. Alors, les outils de gestion, par exemple, existent en France, moins qu'ailleurs. Et donc, il y a une branche gestion, dont certains éditeurs connus se sont engouffrés là-dedans.
On pourrait changer les noms, mais globalement, il y a évidemment compta social, RH, patrimoine, CAC, fiscal, etc. Mais il y a aussi accompagnement stratégique, accompagnement commercial, etc. Donc il y a une douzaine de familles et 140 missions. C'est des missions, et après tu dis aussi, j'imagine dans le catalogue, il y a un peu comment la mission elle est vendue, à combien. Exactement. Et d'ailleurs, superbe conscientisation, je trouve que le mot est joli, des experts comptables, qui avant disaient, et on l'a vu au club, il y a 8 ans, je donne un constat purement marketing. Pour moi, l'expert comptable a intérêt à fixer sa relation, surtout avec ce qui arrive, puisque les produits de base, c'est-à-dire la compta, vont être faits par tout le monde et en partie automatiquement. Il monte sa relation, donc il vend des missions qui sont plus personnelles, plus intéressantes, etc. Au passage, c'est la suite de notre discussion, ça s'appuie sur 2 choses, des outils et des gens. Et, et les nouveaux jobs, les nouveaux profils. Voilà, exactement. Mais je reviens là-dessus, dans la pyramide. Voilà. J'ai vu des experts comptables il y a 8 ans en disant, j'ai un souci. En fait, c'est génial, on est très proche des clients, mais vraiment, ils nous confient leurs secrets, plus que l'avocat, plus que le notaire. Enfin, le notaire connaît une partie familiale, mais le quotidien d'entreprise, on n'en parle pas au notaire, on en parle à l'expert comptable. Surtout quand ça va mal, comme le Covid ou d'autres moments. Et donc, on a des moments intimes forts. Alors, tout le monde n'aime pas y aller, mais dans cette liste des 140 missions, on avait travaillé une fois sur la séparation. Quoi, la séparation? Ouais. Alors pourquoi? Parce que dans les années 70, tu as 40 000 divorces. Aujourd'hui, tu en as 150 000. Et il y a parfois monsieur, madame dans une petite entreprise. Et donc, il y a une question effective que l'expert comptable ne peut que constater, mais il ne le traite pas, il n'est pas psy. Par contre, il dit oui, il faut quand même que je me pose la question. Et donc, au club, typiquement, dans certaines missions, il y a 10 ans, ils ne se sentaient absolument pas capables de. C'est pas leur boulot. Aujourd'hui, ils ont un outil. Et donc, la mission accompagnement à la séparation, dont on ne fera pas la promotion, on ne cherche pas à la vendre en maximum avec une promo. Tu veux une promo sur les séparations? Pas du tout. Là, on a fait un support de travail et ils vendent du temps. Donc certains sont capables de dire, OK, on va faire un entretien qui coûte 300-400 balles, on prend 2 heures et au club, on a listé une map et il y a toutes les questions à poser. Et donc là, l'expert comptable se dit, c'est marrant, je ne produis rien, mais j'ai un support, mais je n'ai pas un outil de calcul. Voilà. Et je dirais là, un psy, va voir quelqu'un, je n'ai pas. Patrimonialement, j'ai un notaire, peut-être que tu pourras aller voir. Voilà. Et donc ça, c'est une évolution incroyable. Il y a 15 ans, on disait, je ne vends pas de mission additionnelle, surtout quand il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de métier comptable. Donc il y a 140 missions, certaines sont régulières, d'autres ponctuelles, bien sûr. Mais on voit évidemment, alors, à la fois c'est merveilleux, puis il y a plein de branches à l'arbre. À la fois, il y a en même temps un besoin d'une culture marketing et des responsables marketing pour effectivement rendre ça visible. Nous, on retient quelque chose. Et puis j'imagine, formation des équipes, de savoir identifier le besoin. Et placer la mission. Et là, on est en retard. C'est là-dessus qu'il y a le plus gros sujet, moi, je pense. Oui, parce que le collaborateur a été, encore une fois, englué par la prod. Il a du mal, et aujourd'hui, avec énormément de bienveillance, mais il faut le dire, beaucoup de collaborateurs travaillent encore dans les règles techniques à chercher une pièce de 50 € pour un dossier qui fait 2 millions. Et ils voient un dossier, pas une personne. Mais ce n'est pas de la faute de Marie-Christine ou des plus jeunes, Nathalie et Kevin. C'est le fait que la multiplicité des faisceaux, on avait référencé 60 manières de collecter, achat, vente, banque et tout ça. Bon, donc, d'où la joie d'avoir des outils simplifiants aujourd'hui. Mais donc, en fait, on a été, en partant du papier, c'est un peu ancien, je ne vais pas traîner là-dessus, avec la multiplicité de l'Internet, de l'OTBAC, de l'IBIX, du scan de factures, de l'OCR, tout ce qu'on veut, ou de la collecte des pièces auprès des fournisseurs, en ligne, ou voilà. On a explosé. Le nez dans le guidon, quoi. Enfin, le nez dans les outils, quoi. On revient, voilà. La simplification est une étape de plus, puisqu'encore une fois, l'État va dire aux entreprises, allez-vous, au cabinet, c'est vous qui mettez ça en place. Donc d'ailleurs, au passage, hier, ils ont dit qu'il n'y aurait plus le PPF. Ah, mais je sais pas. T'es plus à jour que moi, j'ai un jour de retard. Hier soir qu'ils n'allaient plus faire la plateforme gratuite, qu'il n'y aurait que des PDP privés, du coup. D'accord. Écoute, comme quoi. Pour tenir le timing, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps. D'accord, ok. Moi, je savais qu'il y avait un problème de timing, mais je ne savais pas qu'il y avait une décision. Ok, un point pour Arthur. Service Arthur. Ok. Donc pour un lieu de veille, si tu veux, c'est pas mal. J'ai un jour de retard. Voilà. C'est hier soir. Mais donc 140 missions. Et du coup, derrière, sur les jobs, parce que tu disais, il y a la mission, mais ensuite, il y a savoir détecter, faire évoluer les profils qui sont dans le cabinet. Voilà. Je crois que tu m'as dit que vous avez identifié 9 métiers un peu rôles. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, pour encadrer un peu, pour expliquer notre fonctionnement, il y a la colonne vertébrale des métiers. Ça reste quand même pour l'instant toujours compta social juridique, même si certains cabinets, c'est un signe aussi. On dit on fait que DAF, mais globalement, la très grande partie de la profession aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, je crois, qui commencent à vivre de la RSE, par exemple, quoi.
pareil Ouais, aussi. voilà. Ouais. Donc DAF, RSE, quelques spécialités. Voilà. Et donc, le gros du changement reste quand même, parce que la majorité du personnel, la majorité du chiffre d'affaires, c'est la compta. Donc, on ne peut pas se dire, pour deux raisons, on ne peut pas lâcher les clients, et on ne peut pas dire on abandonne nos collaborateurs qui, depuis des années, suivent les évolutions des outils. Et, voilà, bon. Et autour, il y a les ventes périphériques. Donc moi, je fais une séparation entre les cultures AGC et cabinet traditionnel, puisque les AGC ont une posture commerciale un peu différente. Mais je vais parler là... AGC, tu peux juste pour tout le monde... Oui, AGC, pardon. Quand je dis AGC, c'est les cabinets associatifs. Donc il y a la grande famille... Serre France, notamment. Serre France, et puis il y a une famille qui s'appelle Accompagnement Stratégique, je crois, où il y a 80 AGC. Enfin, il y a dans l'histoire française une convergence des métiers, mais avec des origines différentes. Et pour faire simple, un élément très facile d'identification, dans un cabinet comptable, l'expert est en vitrine. Dans un AGC, c'est plutôt le collaborateur, donc il y a déjà une posture plus accompagnant, plus vendeur, et l'expert est en sécurité technique derrière. Voilà, c'est le trait principal de différence, même si ça bouge. Et donc, moi je vois deux choses, la colonne vertébrale et la vente des outils périphériques. Donc la question de dire est-ce que les collaborateurs détectent des besoins et poussent des missions, c'est une question ancienne. Certains ont dit on transforme les collaborateurs en commerciaux, j'ai envie de dire ça marche que très peu. Ou alors on met des pôles à côté, et c'est le chemin qu'ont pris les cabinets en disant tiens on a un pôle patrimoine, un pôle RH, etc. Bon. Mais d'abord, la question de fond, c'est le changement, enfin la gestion humaine du plus gros changement qui est le digital. 70% du chiffre d'affaires, 70% des gens pour faire simple. Et donc on le voit d'ailleurs dans cette molécule qu'on a cassée un petit peu. Évidemment, le manque de collaborateurs, la difficulté à trouver des collaborateurs a été un accélérateur majeur. Et donc les collaborateurs, on a voulu les décharger des questions informatiques, techniques qui ne leur plaisaient pas forcément. Et donc, on a créé des postes en amont et sont nés comme ça, sont apparus par contrainte. Il y a 4-5 ans, pour les plus anciens membres du club, la notion de dire, écoute, je ne trouve pas de comptable, mais je trouve quelqu'un qui a fait les études de chimie, de biologie, qui est carré, qui sait se présenter au client et qui va s'occuper d'accueillir le client, donc onboarding ou welcomer, ce qui existe dans d'autres métiers, ça nous a inspiré. Et elle va s'occuper d'accueillir le client, de lui donner les bons outils, parce que parfois le cabinet, de plus en plus, a plusieurs outils. On devient polygame. D'ailleurs, on le voit, je reviens au social. Beaucoup de cabinets disent j'ai que SILAE, le choc est violent. Ouais. Et je sens naître une espèce d'indépendance en disant j'ai une stratégie, je suis un cabinet qui vise telle cible, etc. Et ensuite, au niveau en dessous, j'ai les outils. Bien sûr, c'est ce qui. Mais je suis pas. Toute entreprise devrait. Exactement, on devient les entreprises. Mais parfois, on l'apprend dans la douleur. Voilà. Et donc, on s'est dit tiens. Puisque les collaborateurs... Donc il faut faire rentrer des gens qui ne sont pas de la compta dans l'entreprise. Parce qu'on n'arrivera pas à multiplier. Enfin, on a passé des années... Tu ne pourras pas reformer tous les collabs à ces nouveaux métiers. Enfin, toi, c'est ça ta conviction. Il y en a que le cabinet va réussir à former, d'autres non. Ouais. Et de toute façon, pour faire évoluer, il va falloir faire rentrer du sang neuf. Exactement. Et donc, le grand sujet pour moi de la profession aujourd'hui, c'est... alors que la crainte, c'est souvent très vite de dire « est-ce qu'on va mourir ?» Bah non, ça fait 79 ans qu'ils sont là et tout va bien. Et je pense qu'on a vraiment de plus en plus besoin, sauf ceux qui ne veulent pas changer, mais ça c'est dans tous les métiers. Un boulanger qui ne veut pas changer, il ne sera plus là, un resto qui ne veut pas changer. Et donc, du coup, le digital qui est quand même le gros sujet, enfin, la justification reste la même. Mon expert comptable est une obligation, mais surtout, en fait, c'est lui qui a mes chiffres. Ouais. Donc on va glisser vers une observation régulière des chiffres plutôt que la production qui nous prenait trop de temps. Et pour qu'elle prenne moins de temps, et pour qu'on intègre les nouveaux outils, il faut peut-être dire aux collaborateurs tu vas te concentrer sur la partie comptable et on peut mettre d'autres gens pour accueillir le client, faire maîtriser les outils, s'assurer qu'il va bien et puis qu'il injecte ces données sans polluer la production, voire même du technico-commercial. Quand je suis welcomer, alors la pratique de ces 9 profils, c'est ça, on a défini soit des nouveaux, soit des transformations. Et le welcomer, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément comptable, qui s'occupe d'accueillir un prospect, qui lui explique ce qu'on fait pas dans le cabinet, qui lui rappelle au passage qu'il a choisi telle option et pas telle autre, parce que sinon, on a vécu des années où le client voulait tout dans le même prix, dans le même package. Donc là, on recadre un peu et on lui explique les outils. Et quand il est content et qu'il est bien plugué, et je me souviens au début, j'en dis mais non, mais le client il est roi, non pas du tout. Le client, au contraire, il aime bien être accompagné, avoir ses codes, se rappeler comment ça marche, fluidifier la démarche. Et le welcomer est un des postes qu'on a vraiment défini. Il y a des variantes dans les cabinets, mais globalement, c'est de 15 jours à 6 mois. Et s'il faut donner des chiffres de repères, un welcomer peut s'occuper dans un cabinet, enfin, on peut avoir un welcomer dans un cabinet de 15-20 collaborateurs. C'est pas forcément à plein temps, mais c'est une vraie mission, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup,
C'est rajouté après, historiquement, 2021-2022. Moi, ce qui est intéressant, Oui, juste pardon. sur ces profils welcomer, je connais quelques cabinets où c'est d'anciens collabs, voire experts comptables fraîchement diplômés, qui ont basculé de la compta au rôle de Absolument. welcomer et qui me disent mais je me rends compte du gain de temps que j'aurais eu Ouais, en étant de l'autre côté ouais. si j'avais eu un welcomer pour moi Exactement. pour accueillir mes Ouais. clients. Et on le voit, on craignait, il y a 4-5 ans, créer ce poste. En fait, ce qui était rigolo, et comme d'habitude, encore une fois, il y a la tradition et le nouveau monde. Donc, tu veux aborder le nouveau monde en t'appuyant sur la tradition. Les gens disaient, oui, mais ok, ben, qui peut être welcomer? On va transformer l'aide comptable en welcomer. Non, pas du tout. En fait, c'est plus une histoire de posture, ces fameux soft skills ou hard skills qu'on mélange. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai plutôt envie d'être welcomer et j'ai pas envie d'être dans la prod, etc. J'ai plutôt envie d'être dans le bien-être, intégrer le client, lui proposer un bouquet de services. Et après, d'autres produisent. J'ai plus envie d'être, enfin, le moins possible d'être en partie. Ouais. Voilà. Et donc, welcomer, c'est le plug, la manière de connecter le client dans un environnement qui va bien et qui va bien au cabinet. Et après, il faut collecter des données. Alors, ça a beau être bientôt automatique. Comme ça n'est pas encore tout à fait, est né un petit frère ou un successeur dans le scénario, dans le process, dans la chaîne. Le data controller est là, pareil. J'ai vu des cabinets, je pense à un cabinet à Rennes qui était très précurseur, qui a dit, moi j'ai trouvé quelqu'un qui est dans la biologie. Elle avait fait le bac +5, carré dans sa tête, à l'aise dans la posture, elle aime bien la techno, etc. Et ben, elle était welcomer, puis après elle est devenue data controller. Donc elle s'occupe de remplir ces fameux tuyaux dont on ne voit plus rien. Je rappelle que Marie-Christine et même la personne à l'accueil, il y a 20 ans, recevait des pièces. Même la personne à l'accueil disait « Ah, il manque les relevés de février ». Dans certains cabinets, le process était... Mais là, c'est tout dans les tuyaux, donc on ne voit plus rien. Et donc Marie-Christine n'est pas toujours à l'aise avec ses outils, où elle le comprend, mais elle a la flemme. Voilà. Donc du coup, un welcomer initie la relation et un data controller En fait, tu spécialises, tu segmentes la chaîne et tu spécialises. Et les tâches glissent. Et d'ailleurs, c'est tout ça conjugué avec un autre sujet fort pour les experts comptables, qui est la variation des besoins. Enfin, il y a quand même une posture commerciale. Alors certes, comme on l'a dit, ils démarrent l'année avec 90% de leur chiffre d'affaires, même si c'est plus volatile. Hein. Moi, le club observe qu'un client pouvait être un client à vie il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on estime on parle de 7 ans et demi. 7 ans, voire... voilà. Ouais. Mais on ne s'étonne plus qu'un client parte au bout de 2 ans. Voilà. Mais la moyenne semble effectivement 5 à 7, je dirais. Voilà. Et donc, du coup... on a une espèce de découpage différent qui est aussi lié donc à l'état du marché. Aujourd'hui, on a un problème, l'expertise déjà est un chouette métier qui se redore hein, quand même. Hein, l'image s'améliore vraiment. J'allais dire contrairement à celle des avocats, je ne sais pas, mais dans mon entourage, chacun dans son entourage dit pas en ce moment wow, il ne manque l'émission Top Chef, quoi. Le Top Chef des experts comptables. Et là, exactement, on décolle. Voilà. Même si la profession fait des efforts pour dynamiser, je trouve qu'on est encore loin. Quand je demande à mes propres enfants, ils n'ont toujours pas trop envie. Mais quand je leur raconte mon quotidien, ils ont déjà plus envie. Mais sur la fiche de poste, ils n'ont pas encore trop envie de faire ce métier-là. Il y a un autre phénomène qui se rajoute, qui est pour moi un signe d'évolution de la profession, enfin à prendre en compte en tant que chef d'entreprise que sont les experts comptables. Je me souviens vraiment, il y a quand on a démarré le club, 2009 jusqu'en 2012-2013, on regardait encore les vecteurs de com' pour être visible, voulu. Visible, est-ce que j'ai un site internet, machin. Voulu, c'est-à-dire est-ce que mon offre est claire, etc. Et vivant, est-ce que j'ai un réseau social qui dynamise, qui montre que je bouge, que des offres, etc. On cherchait le client. Et certains prenaient des abonnements aux pages jaunes, mon Dieu. Et on arrive à un phénomène inverse en disant, je suis presque ISO, j'embauche des collaborateurs, mais c'est quand même compliqué. Donc si on est 20, j'ai un afflux de prospects et je ne peux pas les traiter. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui disent j'arrive pas à servir tout le monde qui est devant ma porte. Donc tu as une forme d'élitisme ou de redécoupage des tâches, ce qui a poussé welcomer, data controller. Donc si moi j'ai 20 collaborateurs, j'ai 20 analystes, mais pour prendre des dossiers, je vais peut-être leur enlever un peu chacun une tâche, par exemple le welcomer et le data controller, pour que j'ai toujours 20 analystes, mais qui travaillent moins longtemps sur le dossier pour pouvoir accueillir. Un nouveau prospect, aujourd'hui d'ailleurs on le voit, les cabinets sélectionnent plus. Donc il y a une meilleure qualité et de renta, etc. Ils sont plus à même de dire « Monsieur Roussel, je suis désolé, on ne va pas vous satisfaire. En fait, je suis un client lourd, donc ils me disent « Monsieur Roussel, on ne va pas vous satisfaire et vous partez ». Il y a une dynamique beaucoup plus entreprise. Et puis l'arrivée du market com et tout ça, c'est des vraies postures d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, nous, au Congrès, on a remarqué une énorme demande sur la gestion interne. Exactement. Mon Dieu, enfin. Plus de pilotage de la profitabilité par dossier, par collab, etc. quoi.
Et puis de la connaissance client. Et connaissance Je client. suis assez étonné, alors que tu sois restaurant, que tu n'analyses pas tes clients, enfin tu demandes à un serveur, il sait à peu près qu'il y a 30% de gens qui bossent dans les rues à côté, qui viennent manger au resto, et que le reste c'est du passage parce qu'on est à Paris, c'est du tourisme. Un cabinet, il se trompe pas beaucoup, mais il a rarement mesuré, alors qu'il devrait maintenant, en dehors de la renta, des segments. C'est-à-dire si tu veux vendre une mission... alors je vais te dire un truc débile, mais c'est pour prendre un exemple. La mission qu'on a parlé, qui est une mission de séparation. Statistiquement, que les séparations, c'est plutôt 45-50 ans. Voilà. Bon, on le sait, c'est comme ça. Donc j'allais dire que si tu étais un bon marketeur, c'est horrible ce que je dis, tu segmenterais tes clients selon les âges et tu dirais je peux vendre la mission de séparation à ce segment-là. Bon, l'exemple est très mauvais, je m'en excuse, mais on voit à la fois un souci de gestion interne, et ça ne m'étonne pas qu'on vous le demande, parce que pour ça, on aime bien que ça soit intégré, et plus une gestion interne qu'une gestion connaissance client. Connaissance client. Et donc là, aujourd'hui, j'ai eu des questions intéressantes. Et puis, tu n'as quasiment pas de cabinets qui ont un CRM, par exemple. Exactement. C'était la question des couloirs cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Non, pas. Il y a des progressions d'outils, ça oui. Mais bon, évidemment, il y a l'IA qui reste une attente forte. Mais il n'y avait pas de révolution, etc., sauf des vraies améliorations. J'ai trouvé ça un peu décevant et encore représentatif d'une erreur des experts comptables, si je me permets de le dire comme ça. C'est, les gars, la facture électronique arrive dans un an. Quels sont les outils prêts ? Quels sont ceux qui commencent à intégrer l'IA, qui réfléchissent, ok, mais ne nous détournons pas. C'est-à-dire, on ne veut pas soit du scandaleux, soit des histoires de tarifs, pas possible. Attendez, les gars, ok, c'est distrayant, ça. C'est captivant, ça fait des ragots. Mais effectivement, d'autres plus sérieux m'ont dit où on est en GI. Est-ce que les CRM arrivent ? Comment l'IA est intégrée ? Quand tu es une boîte de service, ton job, c'est répondre, être réactif aux demandes de tes clients, c'est identifier leurs besoins, leur pousser d'autres missions, etc. Aujourd'hui, je pense que tu n'as quasiment aucun cabinet qui est capable de dire à quelle vitesse il répond à ses clients. Les mails, ils arrivent dans la boîte mail de chaque collab. Le manager, il ne sait pas dire j'ai un mail qui n'est pas répondu depuis 48 heures, depuis 72 heures. Non. Il n'a pas de vue. Il sait l'estimer un peu. Mais plus c'est ça. Non, mais tu n'as pas de pilotage de ça. Effectivement, de qui va avoir quel besoin. Ou quelles sont les fréquences de demandes. Alors, il y a toujours cette fameuse question. Il y a les clients qui demandent, c'est agaçant, mais tant mieux, ils demandent, donc on sait y répondre et donc les satisfaire. Et tous ceux qui ne demandent pas, on ne sait pas très bien. Dans un sens, quand on est à la bourre, ça nous arrange bien qu'il y ait une masse de gens qui ne demandent pas, mais c'est dangereux. Et quand est-ce que tu as eu le dernier appel ? Vous avez parlé de quoi ? Et donc ça, peut-être qu'un outil bien fait peut l'intégrer. Et généralement, autour de la vie du dossier. La vie du dossier, c'est principalement la compta, soyons. Et un peu d'IA, peut-être. Donc là, moi, je me demande si les experts demain utiliseront des outils dédiés pour ça ou si c'est Microsoft, parce qu'ils utilisent quasiment tous la suite 365, Office, qui va avec ses copilotes, des Outlook, des, etc., venir. Et si nous, notre job d'éditeur, c'est d'envoyer la donnée du dossier pour que ces copilotes qui vont avoir la donnée peut-être du client, ils aient aussi la donnée comptable et qu'ils puissent se nourrir, ou s'il y aura des outils dédiés, je ne sais pas trop encore. Moi, je crois qu'il y a quand même une confiance forte. J'ai l'impression qu'il y a un balancier, comme dans l'économie en général. On a voulu de l'intégrer il y a 30 ans en disant c'est simple, puis après on s'est vu que on a vu que les commerciaux... Pour moi, il y aura forcément des outils... ce ne sera pas dans l'outil de prod, parce que ce n'est pas le job d'un outil de prod d'être mais dans une famille d'outils, oui. Je pense qu'il y aura peut-être des CRM spécialisés cabinets, des ERP spécialisés cabinets. Pas, alors avec surtout les systèmes Mais de... tu vois, tu n'avais pas d'exposants, à ma connaissance. Pas moi, beaucoup d'exposants là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'est un signal faible, mais c'est signe de bons cabinets qui sont venus dire, bon, ok, il y a traditionnelle grande question. L'année dernière, c'était la facture électronique. Ah ben non, c'est repoussé. Là, c'était l'IA et la tarification par certains éditeurs. Moi, j'étais content de voir un signal faible en disant, bon, tout ça, c'est très bien, c'est la mousse du moment, mais regardez le niveau de fond des interventions de la plénière, etc., qui, pour moi, s'améliore. Il y a, de temps en temps, des gens qui viennent sur le fond, et pas sur la mode, mais sur le fond, en disant, effectivement, et moi, j'étais content, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a en GI ? Exactement ça, hein, qu'est-ce qu'il y a en GI ? Qu'est-ce qu'il y a en CRM ? Qu'est-ce qu'il y a en social, à part les 4 noms qu'on connaît ? Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est signe de gens qui disent, OK, il y a la mousse habituelle, mais voilà. Et donc, ces gens-là, ce sont les gens qui viennent vous voir, vous, en disant, on ne veut pas une nouveauté, parce que avant, on cherchait que les nouveautés. On veut suivre la progression. Vous êtes encore là. Qu'est-ce que de nos demandes ou de vos propositions a évolué ? Et on est moins dans le truc de dingue. Et pour moi, ce sont des gens qui voient juste, quoi. C'est des trucs relativement basiques, en fait. Dans plein d'autres professions, ils ont déjà ça, quoi.
C'est plutôt adapter ce qui existe déjà dans d'autres Ouais, professions Ouais. parce que, comme on l'a dit, ils passent de boîtes de cabinet à boîtes Oui. de. Il y en a d'autres, hein, des boîtes de conseil, des boîtes de services. Donc, Ouais, mais je pense que. mais il va falloir aller personnaliser ce qui existe ailleurs, je pense, pour les. Et je pour pense les qu'il y a clients. pour moi, il y a Il y a un marché. T'en as enfin, je crois qu'il y a un gars qui prend HubSpot et qui le customise pour les Ouais. experts comptables. Ouais. Jérémy, Ouais. je crois qu'il s'appelle. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres qui vont dire je recrée un produit de zéro. Ouais. Et là, il y a clairement. Bon, après, il y a aussi d'autres qui ont. C'est la question aussi qui bouscule, parce que vous êtes aussi sacrément bousculé quand même. Moi, là, je fais un aparté qui me semble intéressant de ce que j'ai entendu. La dichotomie, enfin l'opposition, c'était presque à quelques minutes d'intervalle. Les gens qui disent ouais, mais les cabinets, tous les logiciels qui arrivent sur un marché, quand ils ont levé de fonds, ils vont plus vite. Donc peut-être la CRM, etc., les autres, ça pourrait aller vite, c'est chouette. Et en même temps, dès que tu dis levée de fonds, les gens disent ah ben non, mais maintenant on a vu ce qu'ils font. Ils vont monter les prix. Et donc, je pense qu'il y a un sentiment en sortie de ce congrès qui est mauvais. Il y a l'effet sur l'éditeur principal qui a posé question et qui avait le droit de faire les prix comme il voulait. Il faut rappeler. Enfin, pour moi, c'est un marché. Enfin, c'est pas sujet de méthode, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Mais fondamentalement, moi, ce que je dis toujours sur cet éditeur-là, c'est, t'as quand même un sujet, c'est qui est aux manettes. Moi, en tant que boîte, quand je choisis avec quel fournisseur je vais bosser, je regarde qui est aux manettes. Ouais. Est-ce que c'est des financiers ou est-ce que c'est des entrepreneurs? Quel est l'horizon? Est-ce qu'ils veulent revendre leur boîte? Quelle est la surface de marché aussi Et puis aussi, quelle est la diversification de leur business? Si en gros tout ton revenu vient des experts comptables, forcément à un moment ou à un autre tu vas aller les tabasser. C'est assez comme ça. Mais tu veux, en termes de marché, puisque c'est un vrai marché réglementé, s'il est dans son marché, il a le droit de le faire. Je suis d'accord, la méthode. Mais ce que je trouve dommageable au-delà des effets en disant bien sûr le logiciel, comment je fais. Alors nous on pose des questions de stratégie. Ensuite, du coup, en termes de recrutement, c'est-à-dire que quand on avait un outil qui marche, on attirait des gens. Les cabinets, ça leur rajoute une complexité de recrutement en disant non, si j'ai pas que SILAE pour le citer, comment je vais faire? Enfin, tu vois, ils ont vraiment le temps court est chargé. Le temps long, je suis pas du tout inquiet pour la profession, mais le temps court, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. En fait, ça bouge. Je pense qu'il y a eu. Alors tu dis, il y avait chaque année des nouveaux trucs, mais là, ça s'accélère. Je trouve que tu as la facture électronique, tu as l'IA. Tu as quand même les éditeurs. Moi, c'est de mon côté, de mon point de vue éditeur, chaque jour, il y a une nouvelle boîte qui est rachetée. Tout à fait. Enfin, il y a un truc qui est en train de se redessiner. Le paysage, il est en train de. Voilà, moi j'ai l'impression, je le disais, donc alors je l'officialise là devant toi. Est-ce qu'il y a des temps charnières, ou des moments où tu as une espèce de bijection? Moi, j'ai vécu. Ça fait encore une fois ancien combattant. J'ai l'impression que ça y est, on a terminé la période des 4 gros qu'on a connus pendant 20-30 ans. Faut-il les citer? Alors ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, etc. Mais on a eu 4 gros. Et maintenant, on a clairement un changement de système avec les inquiétudes de génération. Alors évidemment, d'un point de vue purement logiciel, d'un point de vue posture. C'est un peu, comme tu dis, des gens qui ne viennent pas forcément pour vivre des cabinets et faire que de la prod. Tu vois des gros cabinets qui mettent à leur tête des gens de la nouvelle génération aussi. Grande Thornton. Oui, clairement. Donc c'est pour moi un congrès charnière avec toujours ce que les gens ont cherché, c'est-à-dire un peu d'excitation. Enfin, tu vois que pour nourrir, les gens aiment un peu nourrir leur peur ou chercher des signaux, voilà. Mais le fond change tranquillement, mais oui, là, il change vraiment. Et donc, nous, on a une forme de chance, c'est qu'en tant on aide les gens à réfléchir. Donc, clairement, là, ils ont besoin de nous. Plus il y a de changements. C'est pas qu'ils ont peur, mais voilà. Et donc, et puis, on est là depuis 15 ans, donc on a une observation, je pense, assez intéressante. Et c'est bien parce que le mauvais côté de ce changement, parce qu'il faut du neuf, parce qu'il faut des nouveaux outils, parce qu'on ne peut pas faire le métier qui nous arrive là avec des outils qui ont 20 ans, ça c'est sûr. Donc tant mieux que vous arriviez, j'allais dire. Et puis si vous le bousculez aussi un peu avec vos nouvelles visions. Mais en même temps, cette espèce de coquille qui se casse ou d'éclosion nouvelle est assortie de peur. Et je trouve qu'à ce moment-là, l'histoire de SILAE a un effet négatif sur tout le monde, c'est que ça remet une inquiétude. Puis-je avoir confiance
Donc déjà, on dit une boîte qui est là, elle va peut-être se faire acheter dans un an. Ok, on commence. Mais maintenant, si même les boîtes connues avec qui on est, c'est pas un nouveau. J'ai cet outil depuis 5 ans, je dois aussi avoir peur des. Bon. Donc là, c'est dommageable pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ça fait mal à l'ensemble de voilà. Et donc, des éditeurs. Et vous avez sorti, vos règles de votre charte vis-à--vis de la profession. Avant même de ça. C'était avant. Mais... tout à fait. Mais du coup, et il y en a peu qui l'ont fait. Ouais. Mais là, du coup, les gens, tu vois, tout de suite disent. Alors, moi, j'encourage. Dans ce marché-là, en fait, on devient des vraies entreprises. Et donc, la difficulté, parce qu'ils n'ont pas de temps, ils ont OK, très bien. Mais clairement, il faut plus de temps. Et donc, moi, je ne veux plus que quelqu'un dise Penny Lane, j'ai entendu que j'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie que les gens passent un peu plus de temps. Alors, il faut dédier des gens ou du temps à faire une vraie analyse de marché. Parce que là, clairement. Moi, je vois. Nous, on bosse avec pas mal de cabinets. Tu as des très, très grands écarts entre des cabinets qui font des appels d'offres ultra structurés. Ils checkent tous les outils. Ils mettent les 25 décideurs du cabinet associés, pas associés, des différentes régions dans une salle. Et t'as d'autres cabinets où c'est genre, j'ai mangé avec lui, il est sympa, allez, on y va. Quoi. Ouais, tout à fait. Ça évolue quand même bien. Mais t'as des grands écarts aujourd'hui. En tant que jeune sur le marché, j'aime bien dire ça, parce que de toute façon, moi, j'ai que l'âge pour me. D'ailleurs, la profession a plutôt mon âge que le tien, Arthur. C'est vrai. Et donc, du coup, il y a des signes super. Donc là, de nouveau, une inquiétude sur le boulot. Le quotidien est tellement chargé que tu aimerais bien dormir sur tes oreilles en termes de stratégie, de choix d'outils, etc. Ben là, non. Voilà, faut... Et c'est pareil pour nous en tant qu'éditeur, au passage. C'est un truc où tu dois tout le temps réfléchir. Et avoir des informations partout. Avoir les 2 coups d'avance. Ah ouais, c'est sûr. Il y a quand même des éléments positifs qu'il faut savoir lire. Donc oui, des cabinets viennent dire j'ai besoin de CRM. J'ai envie de penser par client. Donc il y a déjà des gens qui sont ancrés dans une stratégie et l'outil n'est qu'un outil. Donc ils viennent chercher de la durée, ils viennent chercher de la vision. Moi, tu dois d'abord avoir une stratégie, une idée de comment tu vas emmener ton organisation et l'embarquer. Et l'outil, c'est un outil, quoi. Exactement. Et ce que tu feras pas. Parce que c'est très difficile de. Tu vois, 140 missions au club, les gens ont envie de tout faire. On va dire stop. Voilà. Par contre, donc, un signal faible que j'ai vu pour terminer sur ce point, c'est les experts comptables achetaient des jouets. Moi, j'ai vécu la période où le collaborateur venait peu au congrès. C'était le début du grand remous sur la prod, qui, encore une fois, est le sujet colonne vertébrale. Et donc, les gens venaient, et j'en ai profité. Les gens venaient à un congrès, ils disaient Scanbank, c'est chouette. Trois confrères disaient ouais, je l'ai, c'est bien. D'ailleurs, j'ai vu peu de confrères dire j'ai acheté un truc, mais je suis nul, je me suis planté. C'est un sujet d'égo. Voilà, difficile, peut-être qu'on ferait pareil. Et donc, j'ai acheté un truc et il revenait, il disait à Marie-Christine tiens, prends-le. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a quand même si c'est disparate, il y a quand même des cabinets où ils disent attends, tu vas tester, tu mesures. Et là, moi, les réflexes sur le congrès, c'est les gens disent aujourd'hui Penny Lane, je veux demander. C'était le thème d'ailleurs du congrès. Comment tu transformes, comment tu testes des outils, comment tu les implémentes. Pour moi, c'était sous-tendu. Et donc, ça, c'est bien. Alors, c'est challengeant pour vous, il y a moins d'achats spontanés. Mais par contre, c'est là qu'on mesure les solides. Et donc, ça, c'est chouette pour ceux qui s'inscrivent dans l'histoire de la profession. Si 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as des tests positifs, là, il n'y aura plus de la mousse au-dessus. La montre tourne. Yes. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu as envie de dire là? Tu disais tes enfants, ils veulent pas encore devenir expert comptable. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se pose la question de devenir, d'aller dans ces études-là, quoi? Tu lui recommandes et par quel angle tu lui recommandes de rentrer? Faire des études de compta ou plutôt école de commerce, biologie? En tant que père exigeant pour mes enfants, je dirais que j'ai l'impression que c'était nécessaire, ça l'est moins avant, mais que les meilleurs, et notamment si je peux le dire comme ça, les meilleurs du club, c'était des gens qui avaient une autre vie, qui avaient une vie, un parcours d'expert comptable et autre chose, parce que le parcours était froid, technique, etc. Donc aujourd'hui, je dis à mes enfants, le parcours n'est pas complètement actualisé à mon goût, en termes de stratégie marketing, com, etc. Mais les cabinets qui sont en changement, donc je dirais, va dans les études, choisis bien ton cabinet, va dans un cabinet qui bouge, il finira ta formation, c'est à la fois évident, mais je pense que ça n'était pas tellement avant. Aujourd'hui, le parcours, alors il y a Cap 2030, il y a des évolutions, mais j'ai l'impression, pour le dire différemment, que le stage n'a jamais été aussi plein de sens que maintenant. J'aurais presque envie de dire, baisser un peu la technique et augmenter la diversité du contenu du stage. Donc je dirais oui, allez-y. Je ne sais pas très bien, tu vois. Si je fais le parallèle avec le monde médical, évidemment que tu as envie d'être professeur au RL.
Je ne sais pas si tu as envie d'être analyste ou audio, c'est pas très passionnant. Hein. Bon, donc quand tu fais l'expertise, tu fais tout le chemin. Mais je pense quand même que les outils sont plus sexy. C'est pas le cas de tous les cabinets, mais le patron peut te dire t'es pas là pour produire. Les outils vont simplifier ta mesure, mais tu vas être là pour accompagner. Et donc ça, maintenant, je peux dire à mes enfants, il faut encore beaucoup de bazar pour accoucher d'éléments et d'accompagner le client, mais ça diminue. Donc c'est le moment. Moi, c'est le moment charnière. Par contre, il faut changer le nom. Ouais. Ça, je peux pas le faire. Je pense que il y a une ambiguïté de marque. Il y a des gens qui ont eu des boîtes et des marchés qui ont eu des problèmes de nom, de métier, de marque. Et parfois même, on les arrête. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec comptable, mais l'écart n'a jamais été aussi grand entre la réalité joyeuse du quotidien. Par contre, c'est un métier où tu bosses. Ça, clairement, tu fais des heures et tu fais à la fois du marketing, de la relation client, de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle. Il y a une richesse du quotidien, quoi. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est pas encore complètement. Enfin, si je veux dire, la couche est de plus en plus fine, j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment le métier. Donc, je dirais à mes enfants, allez-y parce que c'est passionnant. C'est un métier long, mais comme beaucoup de métiers géniaux, c'est un peu. Enfin, tu fais des études, tu fais pas 6 mois d'études, quoi. C'est pas encore complètement aussi clair que ça devrait l'être, mais par contre, dès que tu sais l'intérieur, tu dis vas-y, parce que tu feras de la science, de la relation humaine, du digital, de l'économie. Enfin, c'est vraiment génial. Ouais. Par contre, c'est sur les placards, sur les affiches dans la rue ou dans les programmes au CDI de nos lycées, c'est pas encore très visible. Donc parce qu'on est connaisseur, parce qu'on est dans, je dirais, viens. Il faut aller. Mais c'est pas encore magique pour ceux qui passent devant et qui s'arrêtent pas, quoi. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et puis, plein de succès avec Espace Innovation. Et vous aussi, aidez-nous à faire changer cette profession qui soit enfin accompagnant. Voilà. On va faire notre mieux. Je compte sur vous. Bientôt, merci, Arthur. ciao. Gauthier. Salut. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur Contact avec la Média.